Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise et toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. Et tout de suite, voici les grands titres. Kigali abrite une conférence internationale des auditeurs internes des institutions africaines. Et le directeur général de l'Institut rwandais de médecine légale, le docteur Charles Karangwa, se félicite de la contribution de cet institut dans l'amélioration du secteur de la justice dans le pays. Et à l'international, la Malaisie vient de dénoncer une indifférence et un double standard. Le ministre malaisien des Affaires étrangères a ouvert dimanche une réunion des ministres des Affaires étrangères de la région en parlant de Gaza. Restez avec moi, Michel Iladukunda. Je vous reviens pour les détails. Kigali abrite une conférence internationale des auditeurs internes des institutions africaines. Les échanges du premier jour se sont principalement centrés sur la gouvernance et le fonctionnement du secteur de l'audit interne financier. Le président du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes au Rwanda, Fred Twagilayezu, a souligné que compte tenu de l'expansion progressive des institutions publiques et privées en Afrique, une gestion financière efficace s'impose. Cela nécessite une collaboration dans la gouvernance et le fonctionnement de ces institutions ainsi qu'un engagement à opérer en toute transparence. La question de la gouvernance est l'un des points abordés lors de cette première journée de la conférence où les participants ont mis en évidence le rôle essentiel de l'État. Ce rôle consiste à faciliter les activités de ce secteur en garantissant la liberté d'action et la transparence dans le but de respecter le principe de redevabilité et d'assurer une bonne gestion des finances publiques. Habib Bachir d'Algérie estime que le bon fonctionnement de cet organe est d'une grande importance dans le développement des pays. Je pense que l'audit interne actuellement, tout le monde sache que c'est une activité indépendante qui donne une assurance raisonnable quant à l'atteinte des objectifs de l'organisation. On a beaucoup d'objectifs, donc selon les pressions des parties prenantes. Donc, comme vous savez, l'audit interne il donne une assurance raisonnable, ce n'est pas une assurance absolue. Donc toujours il existe le risque, mais le plus important que le risque ne peut pas impacter les objectifs de l'organisation. Comme vous savez, l'audit interne a une partie de conseil, une partie d'assurance. Et donner une vision au futur et permettre d'améliorer beaucoup de process. Et actuellement, comme vous savez, il existe l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle que tout le monde est en train de connaître ce domaine, parce que c'est un nouveau domaine pour nous en Afrique. Donc c'est pour cette raison qu'on doit faire des formations accélérées pour utiliser ces outils techniques qui peuvent améliorer nos reporting d'une part et en même temps avoir une rapidité des décisions, parce que dans certains cas, les parties prenantes veulent avoir une décision rapide, que l'auditeur interne peut utiliser l'intelligence artificielle pour satisfaire les besoins des parties prenantes d'une part et en même temps avoir du reporting d'une belle qualité. Le directeur général de l'Institut rwandais de médecine légale, le docteur Charles Karangwa, se félicite de la contribution de cet institut dans l'amélioration du secteur de la justice dans le pays. Dans une interview accordée à la télévision rwandaise, le docteur Karangwa a commencé par nous tracer le processus qui a conduit à voir une institution efficace aujourd'hui. Ça a pris encore du temps parce que les services forensiques sont vraiment dynamiques. Ça change tout le temps, ça change en fonction de la technologie qui arrive. Mais le Rwanda a pris une décision stratégique d'investir d'une façon stratégique, régulièrement, en fonction de la technologie qui apparaît, des crimes qui apparaissent, il faut toujours marcher en fonction. Maintenant, quand on a commencé, bien entendu, on a commencé en cherchant à résoudre le problème de la justice, parce qu'il y avait plusieurs cas, et la population, après la période post-génocide, il fallait trouver une preuve scientifique qui pourra guider les juges pour prendre une décision. C'est dans cette logique, dans cette optique que le gouvernement du Rwanda a signé des accords de collaboration avec l'Institut médico-légal de Hambourg en Allemagne. Mais à partir de ça, parce qu'on envoyait très peu de cas en Allemagne,
pour les analyses, et ça mobilisait beaucoup plus de ressources gouvernementales, mais aussi ça prenait du temps, entre 3 et 6 mois pour avoir les résultats. Le gouvernement du Rwanda a toujours cherché une solution durable, pour changer la donne, c'est-à-dire faire des analyses en local. C'est pour ça qu'il a investi sous le soutien de l'Office du président, de notre cher président Paul Kagame. Nous avons un soutien financier et de signer un contrat avec une firme pharmaceutique, plutôt une firme britannique, Chief Forensic Services, qui a gagné le marché et qui a construit sur les mesures internationales le laboratoire rwandais de forensique, Rwanda Forensic Institute, en 2011. Et le laboratoire a été officiellement inauguré en 2018, après avoir procédé à un exercice de vérification avec des experts. Et depuis cette période, on n'a pas stoppé les opérations de Rwanda Forensic Laboratory. Depuis 2018, en 2023, ils ont opéré dans 13 laboratoires. En 2023, le Conseil des ministres a pris une décision de mettre à niveau, le niveau le plus supérieur, c'est l'Institut. L'Institut, c'est le niveau de développement le plus supérieur, en fait. Parce qu'on avait procédé à l'évaluation, on a jugé bon, avec le soutien, bien sûr, de l'Institut néerlandais de Pays-Bas, et qui a procédé à l'évaluation, a donné un rapport, et ce rapport a été utilisé pour mettre à un niveau supérieur le laboratoire, venant du laboratoire à l'Institut. Pourquoi, au fait, ce changement brusque? Ce n'est pas brusque parce que ça a été prémédité, ça a été mis dans le plan stratégique de 5 ans quand on a procédé à l'inauguration officielle de Rwanda Forensic Laboratory. En 2023, on a changé la loi d'abord, donnant beaucoup plus de flexibilité. On ne travaille pas seulement pour le système judiciaire, mais on a ouvert pour quelqu'un d'autre, que ce soit les organes, l'organisation gouvernementale ou non gouvernementale, que ce soit localisé ici au pays ou à l'extérieur du pays, que ce soit les individus qui cherchent le service forensique, ils sont les bienvenus. Donc on a, à partir de la loi, on a ouvert. Et maintenant, on est très occupé à pouvoir étendre les services, et élargir les services de 13 à 25, mais aussi à mettre sur pied un centre de formation pour les Rwandais, mais aussi pour d'autres Africains qui le réclament, parce que jusqu'à présent, nous avons 12 demandes et qui s'ajoutent avec d'autres nouvelles demandes qui viennent de Guinée-Conakry et de la Gambie aujourd'hui, et pouvoir former leur personnel juridique et le personnel des organes, des instances judiciaires, mais aussi les organes de sécurité comme la police et compagnie. Alors, mais aussi, on a ajouté à notre volet recherche et développement. Parce que, comme je disais, il y a toujours des cas qui sont très compliqués, qui demandent qu'on amène des recherches. Développer les méthodes, par exemple, pour analyser tel échantillon. Ça demande que vous conduisez des recherches et vous partagez les recherches avec d'autres institutions qui travaillent dans la même plateforme. Donc, pour le moment, il y a deux choses très importantes. Donc, étendre les services de formation, services de prestation de services pour d'autres pays, mais aussi la formation qui sera pour tout pays qui souhaiterait former leur personnel dans ce domaine, pour qu'ils puissent avoir le minimum de formation qui pourra aider la justice, parce que la justice est devenue comme la colonne vertébrale de la justice. Si vous n'avez pas la science pour la justice, vous ne pouvez pas opérer d'une façon équitable et impartiale. Le docteur Kalangwa indique en outre que l'Institut compte étendre ses activités lors de la capitale Kigali pour plus d'efficacité de service
à la population. Il est vrai que dans l'optique d'étendre la justice à tout le monde et surtout participer d'une façon efficace dans cette administration, le gouvernement du Rwanda a pris la décision d'étendre les services dans toutes les provinces du pays. Et, techniquement, nous avons opté pour 7 sites. Il y a site Rubavu, site Rusizi dans la province de l'Ouest. Il y a site de Huye dans la province du Sud, mais aussi le site de Ruhengeri, à l'hôpital de Ruhengeri, Musanze, dans la province du Nord, mais aussi le site de Rwamagana dans la province de l'Est. Mais il y a d'autres sites qui sont spécialisés à 2 aéroports. L'aéroport de Kigali qui est pour le moment opérationnel, mais qui a besoin d'être renforcé. Mais aussi le site de l'aéroport international de Bugesera qui probablement s'achèvera dans 2026. Et le laboratoire sera déjà opérationnel pour aider l'aéroport à bien opérer et sans tarder les voyageurs internationaux. Les experts dans le domaine du sport et du divertissement affirment que les infrastructures construites par le gouvernement rwandais pour développer ce secteur sont l'un des facteurs clés de l'augmentation de ses revenus annuels qui atteignent désormais les 20 milliards de francs rwandais. Parmi ces avancées technologiques figure le système de billetterie électronique utilisé pour la vente des billets aux spectateurs d'événements sportifs et de divertissement. Plus de détails avec Patrick Nyelitad. Cela fait près de 5 ans que la technologie a été intégrée au secteur rwandais du sport et du divertissement pour gérer la distribution des billets pour les stades et les salles de spectacle. À la BK Arena, qui accueille des matchs de basketball et divers événements de divertissement, l'entrée s'est faite grâce à des billets achetés numériquement. Cette installation a coûté à elle seule plus de 100 millions de dollars américains. En 4 ans, la BK Arena a généré 50 millions de dollars américains. Rien qu'en 2024, elle a fourni des emplois à plus de 16 000 personnes, y compris celles qui gèrent le système des billetteries électroniques. Chaque année, elle accueille plus d'1 million de spectateurs pour des événements sportifs et des divertissements. Partout au pays, des millions de personnes assistent également à des événements dans des stades comme le stade national Amahoro, rénové pour plus de 165 millions de dollars américains et pouvant accueillir 45 000 spectateurs. Avant, nous achetions nos billets à l'entrée, ce qui sémait souvent les chaos à l'extérieur du stade. Les gens formaient des longues files d'attente et il arrivait que des enfants se blessent dans le mouvement de foule. C'était très désorganisé et pas du tout agréable. Mais depuis l'introduction du système des billetteries électroniques, tout a changé. Désormais, il suffit d'acheter son billet en ligne, de le scanner à l'entrée et d'être à l'intérieur du stade rapidement et facilement. Dans tous ces lieux, les spectateurs comptent sur le système des billetteries électroniques pour accéder aux sites sportifs et des divertissements, générant un chiffre d'affaires annuel pour le secteur compris entre 15 et 20 milliards de francs rwandais. Les entrepreneurs qui ont développé le système des billetteries électroniques affirment qu'il a transformé l'accès au stade. En date d'aujourd'hui, grâce à la technologie, nous connaissons le nombre de places disponibles. Grâce à cette technologie, au stade national Amahoro, nous pouvons facilement suivre cela. Il y a aujourd'hui 45 000 places disponibles et les places réellement vendues sont connues. La personne qui a acheté son billet est certaine de pouvoir suivre son match. C'est la même chose au niveau de BK Arena. Tu achètes ton billet en ligne, tu n'es pas obligé de faire la file. Ton billet est scanné et tu entres. À ce jour, grâce à ce système, nous avons déjà vendu plus de 10 millions de billets pour l'ensemble des stades dans le pays.
En 2022, le tourisme sportif représentait 14% de l'activité économique du Rwanda grâce aux conférences et événements organisés. Alex Nare, PDG de la Chambre de technologie de l'information et de la communication à la Fédération du secteur privé, affirme que les investissements du gouvernement dans les infrastructures de sport et de divertissement ont créé des opportunités permettant aux innovateurs de proposer de diverses solutions technologiques. À partir de l'étranger, certains ont acheté leurs billets en ligne. D'autres sont passés par la campagne Visite Rwanda, mais aussi par toutes les voies offertes par les e-commerce. Et cela a véritablement boosté le commerce du loisir et des jeux. Le secrétaire d'État au ministère des Sports, Ngarambe Rwego, a également confirmé que la technologie a amélioré la prestation des services au sein du secteur. Même si des améliorations sont encore en cours pour perfectionner le système et mieux répondre aux besoins des clients, je dirais que le niveau actuel est satisfaisant. Il s'agit d'une avancée majeure par rapport aux méthodes traditionnelles de paiement en espèces au profit des transactions numériques. Si vous avez observé le fonctionnement de ces plateformes, vous constaterez qu'elles permettent également à d'autres partenaires de vendre leurs services et de faire de la publicité via les mêmes plateformes de billetterie. Il ne s'agit donc pas seulement d'offrir des services de qualité aux clients, mais aussi de créer des opportunités publicitaires pour les entreprises. Je dirais que le système est actuellement performant. D'ici à 2030, l'Afrique devrait représenter 10% de la valeur mondiale du secteur du divertissement, soit l'équivalent de 200 milliards de dollars américains. Cela signifie que l'industrie du sport et du divertissement contribuera à 4% du PIB africain et employera plus de 20 millions de personnes. Les enseignants venus du Zimbabwe se réjouissent des progrès du système éducatif rwandais auquel ils contribuent eux aussi. Cela intervient alors que les élèves encadrés par ces enseignants se félicitent de leur engagement dans leur formation. Et Nora Gladys pour des détails. À l'école de Nyamata, l'un des établissements accueillant des enseignants originaires du Zimbabwe, les élèves ne cachent pas leur satisfaction face à la qualité de l'enseignement dispensé par ces enseignants. La qualité de l'éducation offerte par les enseignants zimbabwéens est non seulement saluée par les étudiants, mais également appréciée par les responsables éducatifs locaux. Les enseignants venus du Zimbabwe, de leur côté, expriment également leur satisfaction de participer activement au développement du système éducatif rwandais. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers car nous voyons les progrès que le Rwanda réalise dans le domaine de l'éducation et nous sommes heureux de jouer un rôle. Le système éducatif rwandais commence à atteindre un niveau international. Être enseignant, c'est gratifiant, surtout quand on voit des jeunes étudiants apprendre autant, notamment ceux qui se préparent à devenir eux-mêmes des enseignants à l'avenir. Lorsqu'ils reçoivent une éducation de qualité, cela donne espoir qu'ils offriront à leur tour une éducation de qualité. C'est très motivant de constater qu'ils ont l'ambition de devenir de bons enseignants grâce à notre contribution. To be some people that can be recognized here in Rwanda, even as female teachers. Le directeur du département en charge du développement et de la gestion des enseignants au sein de l'organe rwandais l'éducation de base REB, Mugenzi Léon, souligne que la contribution de ces enseignants est significative et appréciée à l'échelle nationale. En 2021, tout d'abord, donc, le Rwanda a signé c'est-à-dire un accord bilatéral entre la République du Zimbabwe. C'était en décembre 2021, mais en octobre 2022, nous avons accueilli justement le premier cohorte des enseignants venant de la République du Zimbabwe. Nous avons eu 57 qui venaient justement de différentes, je dirais, promotions. Je me rappelle que, par exemple, parmi les 57, nous avons accueilli 135 dans nos écoles
collèges, je dirais, qui traînent, qui forment nos enseignants, nos futurs enseignants. Ce sont les TTCs. Et nous avons accueilli aussi 12 qui étaient au niveau de l'université polytechnique, les 4 au niveau de l'université du Rwanda, mais aussi 12 au niveau des écoles techniques et professionnelles, ce qu'on appelle donc TSS. Au total, donc c'était 157. Actuellement, en fait, les enseignants qui viennent de la République du Zimbabwe, ils nous aident tout d'abord à enseigner les cours, notamment les cours d'anglais, les cours de sciences, ainsi de suite, mais aussi en aidant leurs collègues rwandais à préparer les leçons, et surtout préparer les leçons, c'est une chose, mais aussi donner ensemble ces leçons. C'est ce qu'on a appelé en fait donc enseigner ensemble. Parce qu'ils ont de l'expérience, bien sûr, une longue expérience en éducation générale, mais surtout dans l'enseignement-apprentissage. Deuxièmement, aussi, ils nous aident à créer des clubs d'anglais à l'école, mais aussi à animer ces clubs. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils nous ont aidés à préparer des concours aussi, des compétitions pour nos élèves, pour savoir exactement quels sont les élèves qui sont compétents par rapport à d'autres en anglais, par exemple, mais aussi dans d'autres sujets, donc dans d'autres leçons. La contribution est appréciable. Tout d'abord parce que depuis qu'ils sont ici, nous avons eu beaucoup de feedback, notamment les élèves qui apprécient, mais aussi nous en tant que le gouvernement rwandais, le ministère de l'Éducation, nous apprécions leur contribution parce que ils nous aident, ou bien leur contribution, je dirais, donne un avantage à nos écoles d'avoir d'autres enseignants qui viennent de l'extérieur avec d'autres expériences, donc aussi l'amélioration de la langue d'enseignement, c'est-à-dire l'anglais. Donc je pense que c'est vraiment pour nous une contribution qui est très appréciable jusqu'à maintenant. En 2021, le Rwanda et le Zimbabwe ont signé un accord de coopération pour le développement de l'éducation au Rwanda. C'est en 2022 que les premiers enseignants du Zimbabwéen sont arrivés au pays. Actuellement, ils sont 157 répartis dans tout le pays et il est prévu que ce nombre augmente dans un avenir proche. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. L'Observatoire du genre au Rwanda indique que le nombre de femmes et de filles travaillant dans des secteurs à prédominance masculine comme la construction, la technologie et l'ingénierie reste faible. Ce déséquilibre entre les sexes prévient-il, menace-t-il la pleine mise en œuvre de la politique nationale rwandaise d'égalité des sexes? Le récit avec Patrick Nilidadi. En 2021, seulement 17% des 1400 employés du Rwanda Energy Group, REG, l'agence en charge de la production et de la distribution de l'énergie électrique, soit environ 200, étaient des femmes. Aujourd'hui, ces chiffres ont augmenté à 24%. Certaines femmes qui ont réussi à intégrer ces secteurs disent avoir rencontré initialement des difficultés particulières par rapport à leurs collègues masculins, mais ces obstacles sont progressivement levés. Quand j'étais enceinte, je prenais des pauses de 2 heures et j'utilisais cette pièce pour me reposer, puis je retournais au travail. Quand j'ai le temps d'aller voir mon enfant, je travaille sans m'en soucier. REG a mis en place des réformes tenant compte de la dimension du genre, notamment des salles d'allaitement pour ces jeunes mères et des services de transport pour les femmes qui allaitent et qui choisissent de rentrer chez elles et de reprendre le travail pendant la journée. Nous prévoyons de mettre à disposition des salles d'allaitement plus grandes pour aider les parents d'enfants en âge d'aller à l'école afin qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants tout en travaillant.
Selon Nadine Umutoni Gatinzi, responsable au sein de l'Observatoire du genre au Rwanda, la sous-représentation des femmes dans certains secteurs est encore répandue et résulte souvent d'une mentalité dépassée chez les employeurs et décideurs. Le ministère de l'Éducation affirme s'efforcer activement de motiver les enseignants afin d'encourager les filles à explorer tous les domaines professionnels, y compris ceux considérés comme dominés par les hommes. Cependant, un changement durable nécessitera de s'attaquer aux barrières structurelles et culturelles plus profondes. Je vais vous donner un exemple simple. Dans certains endroits, on constate qu'ils ont construit 6 toilettes pour les hommes et 6 pour les femmes. Mais on constate également que chez les garçons, ils ont des urinoirs. Cela signifie qu'ils ont privilégié les garçons aux filles et qu'ils ignorent que les filles y passent beaucoup plus de temps. Docteur Claudette Ouimana, experte en genre et développement, souligne que ce n'est pas seulement une question de chiffres. La véritable égalité des sexes est atteinte lorsque les femmes et les hommes bénéficient d'un traitement égal et obtiennent des résultats tout aussi valables. Les élèves peuvent vous révéler que leur professeur leur a demandé de les rencontrer en privé pour valider une matière. C'est un scénario courant. Pour que les employés puissent partir en mission, il est parfois nécessaire de s'arranger avec leurs supérieurs ou superviseurs masculins. Le Rwanda est reconnu internationalement pour la promotion des femmes aux postes de décision. Les femmes représentent les 2/3 du Parlement et 52% du Conseil des ministres. Pourtant, des lacunes subsistent, notamment dans les secteurs privés et certains organismes publics, où les parties prenantes sont invitées à soutenir volontairement des pratiques de recrutement plus inclusives. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.